Oui, le choix de parler de l'huile d'olive est lié d'une part à des questions qui tiennent de ce qu'on vient d'écouter, en fait, de niveau d'échange, en fait, entre des biens de nécessité primordiale. L'huile n'en est pas vraiment une, mais quand même, il peut avoir un usage assez banalisé, on va dire, assez banal. Et des niveaux plus élevés qui impliquent un savoir technique, on le verra, un prestige aussi, on le verra ça aussi. Disons, commençons par dire, comme prémisse un peu large et méthodologique, déjà, je vais peu parler d'archéologie, je m'en excuse, je parlais plutôt de textes, des traces archéologiques seront évoquées, et surtout dans la deuxième partie. Mais il y a un constat qu'il faut faire. L'huile a été dans les sources anciennes moins traitée que le vin, par exemple. En fait, et donc il y a moins de sources, elles sont moins systématiques. Et souvent, cela implique qu'il faut avoir recours aussi, en fait, c'est ce que je ferai, à des auteurs d'époque romaine, d'époque plus tardive. Et disons, fait, cette prémisse méthodologique, on va dire, je vous annonce donc que je parlerai d'abord des usages, ensuite des questions liées à la production, avec deux volets qui sont le volet, voilà, ça c'est bon, merci beaucoup, qui sont le volet, donc les usages. Ensuite, la production avec deux volets qui sont la technique et les temporalités, en fait, parce que la temporalité, le caractère saisonnier est aussi quelque chose sur lequel cette vision des économies protohistoriques nous invitait à réfléchir. Et finalement, la question de la circulation. Cette question de la circulation qui est disons, une problématique assez centrale pour l'huile, parce qu'elle a été reposée récemment avec une sorte de, vous le verrez dans cette troisième partie, une sorte de, comment dire, de mise en doute du fait que l'huile puisse vraiment circuler. On revient à cette question de sphère et de distance qui puisse vraiment circuler en dehors d'un territoire assez local. Alors, la question des usages par laquelle on va commencer, elle est essentielle parce qu'elle montre non seulement la variété, l'étendue, mais aussi les quantités en fait d'huile qui peuvent être nécessaires. Il y a l'alimentation, bien sûr, on pense tout de suite à ça, mais finalement, comme pour ce qu'on a entendu pour le sel hier, et sur lequel je suis tout à fait d'accord, ce n'est ni le seul usage, et paradoxalement, c'est peut-être celui où on a moins besoin en fait, de quantité, parce que évidemment, les quantités d'huile dans l'alimentation sont plus basses que pour d'autres ingrédients. Même s'ils sont nécessaires, il reste toujours ouverte la question si dans l'alimentation antique, on pouvait arriver à atteindre des températures qui puissent permettre la friture, par exemple. Enfin, mais bon, il y a l'alimentation. Énergie, enfin ce que j'appelle énergie parce que c'est un combustible, évidemment, il est utilisé pour l'éclairage. Essence parfumée, c'est pas des parfums parce qu'ils n'ont pas l'alcool, enfin ce que nous avons actuellement dans les parfums, mais ce sont des essences. Et là, l'huile, vraiment, on en a besoin, on a bien besoin. La protection du corps est très importante, on le verra après, parce qu'elle sert à stabiliser les différences de température, de chaleur et à protéger. Tissage. On verra une diapo dédiée et c'est un usage qui est attesté depuis l'époque homérique. Et puis finalement, les médicaments. Pour les médicaments, l'huile, c'est un excipient vraiment très utilisé. Alors, pour les usages du corps, je le disais, il sert non seulement à protéger la peau, en fait, et à la soigner parfois. Hein, ça, on le voit dans les traités, épigraphiques, médicaux. Mais c'est vraiment aussi pour protéger contre des variations de la température. Par exemple, ça, c'est ce qu'il dit Hippocrate dans son traité sur la diète. Et c'est quelque chose qu'on retrouve déjà en Mésopotamie, en fait, dans la tablette 2 de l'épopée de Gilgamesh. Il frictionna son corps hirsute et se frotta d'huile. Alors, il ressembla à un homme. Alors, le tissage, c'est aussi un usage qui est moins banal, moins évident, on peut dire. Il est évoqué dans un vers de l'Odyssée.
sur l'huile qui sort en fait des tissus qui sont travaillés par les servantes d'Alkynos. Et effectivement, l'huile sert à assouplir la laine avant de la peigner. Et cet usage est utilisé, est attesté dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, avec un terme technique français qui est drosser la laine. Enfin, la composition de plusieurs médicaments, ça on l'a dit. Je vous passe le traitement des douleurs, les coupures et les brûlures, maux de tête, douleurs musculaires, problèmes gynécologiques, affections des yeux et plusieurs autres pathologies. Et sur ça, Hippocrate, le Corpus Epicuratique et l'ouvrage de Pline sont nos sources principales. Alors, à partir de cela, évidemment, les usages ne sont pas partout les mêmes. C'est pour l'usage médical, vous avez besoin de beaucoup moins d'huile que pour vous couvrir le corps. Mais en fait, on arrive globalement à des estimations de besoins en huile qui sont très élevées. Même pour moi, étonnamment élevé. Mais enfin, je reproduis cette tabelle qui est issue d'un classique en fait du livre de Lynn Foxall de 2007 en fait sur l'huile et sur l'oléiculture. Et vous voyez la quantité étonnamment élevée à laquelle on arrive en fait 100-200 kg d'huile par maison par an. Que pour l'alimentation. Et puis, elle détaille tous les autres. Et la consommation totale de Neukos atteignant un peu nanti, en fait, qui a la possibilité, c'est 200-330 kilos d'huile par an. C'est très élevé. Je dois dire que les estimations d'Amoretti, je ne les ai pas reproduites, mais sont également très élevées. Mais là, encore une fois, on est dans une situation qui est assez semblable à celle du sel, parce que même pour le sel, on a des estimations qui sont très élevées pour l'Antiquité, bien plus que le besoin actuel. Bon, maintenant, on sait qu'il ne faut pas manger trop de sel pour toute une série de raisons. Mais par exemple, dans l'Antiquité, on a besoin du sel pour le bétail. En fait, c'est ce qu'on a dit, ce qui était dit hier. Donc, il y a des consommations qui changent. Cela fait en sorte que nous passons au deuxième volet, c'est la production, en fait. Combien d'huile il faut produire? Et là, j'ai cité ce passage de Lynn Foxall, pour là, j'ai aussi des anglophones. Le problème, c'est comprendre, arriver à évaluer cette quantité d'huile, parce que oily crops are notoriously unreliable and unpredictable from year to year. Ça, on y reviendra, parce que c'est un point vraiment central, c'est lié à cette question des temporalités que je vous avais anticipée. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme elle le dit, vu qu'on a des incertitudes sur la production, il faut quand même se garantir un surplus, en fait, un petit peu de stockage. Donc, voir large, comment dire, en fait, pour ne pas avoir de shortage. Donc, il faut et ceci nous amène donc à cette question de la production. Dans la question de la production, nous avons, donc je vous disais, une question technique, entendue comme savoir-faire vraiment de cultivation. Comme l'a dit l'orateur qui m'a précédé, effectivement, l'oléiculture implique quand même un savoir-faire. Et ça, on le voit dès le début, en fait, dès les premières sources. Par exemple, cette comparaison que fait Homère dans l'Iliade sur une plante d'olivier et la mort d'un guerrier, Euphorbos dans ce cas. Tel un plant d'olivier en grande frondaison qu'un homme cultive dans une solitude où l'eau sourd d'abondance, beauté bien éclose, les souffles de tous les vents l'animent, il se gonfle de fleurs blanches, mais arrive d'un coup le vent d'une grande tornade qui le terrasse. Voilà. Bon. Il y a plusieurs éléments, bon, bien sûr c'est une métaphore poétique, mais il y a quand même des éléments qui sont très intéressants. En solitude, l'olivier est en solitude, l'eau, il en faut, il est fragile. Et ce sont des éléments que nous pouvons garder en tête parce que reviendront dans des traités qui, du coup, abordent la question d'un point de vue plus, scientifique. Par exemple, le traité de Théophraste, donc au IVe siècle, dans la deuxième moitié du IVe siècle, et Historia Plantarum, en ce qui concerne Tarente, les oliviers portent de nombreux fruits, mais la plupart d'entre eux tombent au moment de la floraison. Tels sont les inconvénients de certaines régions. Et dans un autre passage, il parle, voilà, c'est l'autre, des Causis Plantarum, le vent de la mer détruit la récolte. Donc, il y a cette question de
de la possibilité d'une certaine fragilité de cette plante, qui implique des soins spécifiques. Et là, je viens au deuxième type de document que je vous présente. Excusez-moi, vous avez vu que je pioche un peu dans plusieurs sources, mais on est bien obligé de le faire. Alors là, on a, c'est pas la plus belle photo de ces tables d'Héraclée, mais en fait, ces tables d'Héraclée ont été découvertes au XVIIIe siècle, donc dans la région, dans l'arc ionien, près de, on va dire, pas loin de Tarente. Et ce sont des dispositions très précises qui sont données à la fin du IVe, au début du IIIe siècle, sur les locations des terres qui appartiennent au sanctuaire de Dionysos et d'Athéna. Et ce sont des dispositions précises dans lesquelles, je prends des extraits, le texte est vraiment très long et extrêmement riche. Les locataires de la terre de Dionysos sont tenus de planter au moins 4 oliviers par skoinos. Alors, le skoinos, qu'est-ce que c'est? C'est une mesure linéaire dorique. D'ailleurs, c'est qui pourrait correspondre à 35,5 mètres. Et si on voit si les plantes doivent être plantées en rangée parallèle, ils doivent être espacés de 8,75 mètres. On peut arriver, donc vous voyez, c'est des espaces assez larges et qu'il faut respecter aussi entre les rangées. Et là, c'est la solitude dont il parle Homère, l'arbre planté en solitude, parce qu'il doit avoir vraiment beaucoup d'espace. Et Amoretti rejoint ce point en disant, surtout si le sol est peu profond, il faut les planter, mais vraiment bien espacés. Et cette distance que j'ai trouvée sur Internet, c'est vraiment conseillé, même aujourd'hui, de 7 à 9 mètres de distance. Donc, il y a déjà disposition des terres à disposition et puis confirmer en fait cette... Alors, tout cela est lié également à la productivité, évidemment. Alors, ça, c'est des estimes, encore une fois, de Foxhall, et qui dit, alors, on atteint par... Elle aussi, elle prend 10 mètres donc, de distance entre les arbres. On a donc 100 arbres par hectare et probablement 3,4 kilos par arbre. On verra, c'est une estimation, mais c'est une estimation sur laquelle on va revenir parce qu'il y a aussi le rythme de la productivité qui change. Et c'est là, je vais peut-être un peu plus vite, pratiquement, c'est une autre contrainte qui est très stricte et qui est même contrôlée par des magistrats, qui est le fait de replanter les arbres exactement où ils étaient. Donc là encore, on respecte les mesures et on garde constante la production. On a ce souci de garder constante la production. Alors ça, c'est pour ce qui concerne les techniques. Bon, il y a aussi d'autres aspects, évidemment, mais enfin, c'est ce qui frappe et qui donne aussi l'idée d'un contrôle vraiment public, en fait, sur ce... Il y a une autre question, je veux dire, dans la production, et qui donne ce caractère un peu aléatoire à la production de l'huile, ce sont les temporalités. Et les temporalités sont très importantes pour cette culture, parce que, en premier lieu, bon, il y a la croissance des espèces avant qu'elles soient productives, il y a 25-30 ans. Et regardez, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est en espace d'une génération, en fait. Et cette question de la génération a engendré quand même des réflexions sur la possibilité que les premiers Grecs qui s'installent en Italie méridionale importent de l'huile ou pas, ou ils attendent que ça pousse. Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant, la génération des campements, comme on l'a défini. Et il y a aussi un deuxième aspect très important, c'est le fait que l'olivier a un rythme biennal de production. C'est-à-dire il y a une mauvaise année, bonne année, mauvaise année, bonne année. Et vous voyez, ça c'est des questions sur lesquelles j'ai interrogé des producteurs vraiment d'agriculture biologique, parce que je me suis dit que c'est celle qui plus ressemble à l'Antiquité. Et voilà, on peut compter sur un hectare de terre entre 30 et 50 quintaux selon la bonne ou mauvaise année. Et vous voyez comment ça va presque au double, hein, en fait, 30 à 50. Par exemple, j'ai lu que cette année, ce n'est pas une bonne année pour la région en question, qui est les Pouilles, c'est aussi ma région. Mais ça va être compensé par l'huile espagnole. Mais ça, c'était pas à l'époque, c'était pas tellement le cas. Alors, il y a une autre temporalité qui est la récolte
et la production de l'huile, la récolte des olives et la production de l'huile. Et là, il me semble, bon, il y a quelques différences. Alors là j'ai vraiment pioché dans les sources romaines, évidemment. Mais attention, parce qu'Athénée, il cite quand même quelqu'un de plus ancien, de l'époque hellénistique. En fait, c'est le premier auteur d'un traité gastronomique, Archestratos de Gela. Alors, ils s'accordent tous pour dire que les olives, il faut les cueillir sur l'arbre. Chose que savent tous ceux qui viennent de régions productrices d'huile. C'est vrai, les olives sont meilleures quand elles sont prises de l'arbre. Après la période, il y en a qui disent, par exemple, Pline dit, il ne faut pas qu'ils soient trop mûrs parce que sinon le jus est trop dense. Le columella di bas, il faut qu'il commence à noircir, sinon vous les utilisez par le parfum. Ils ont des variations sur ça, mais il y a vraiment la qualité d'olive qui a mûri sur l'arbre, ça s'appelle Dupré Paste, et c'est ça. Sur ça, tout le monde s'accorde, mais ça implique encore une chose, c'est-à-dire un certain savoir-faire et une main-d'œuvre, parce qu'évidemment, c'est plus facile de cueillir les olives qui sont tombées par terre. En revanche, celles qu'on prend de l'arbre doivent être prises avec une certaine délicatesse aussi. En fait, il y a un peu de un certain savoir-faire qui doit être respecté. Et évidemment, il y a la temporalité de la production de l'huile, parce que l'huile doit être produite juste après. Et ça, c'est pas évident. Par exemple, il y a d'autres types d'huile pour lesquels vous pouvez avoir un temps d'écart entre la récolte et la fabrication de l'huile. Je pense par exemple au sésame. L'huile de sésame qui est très très répandue en Mésopotamie, c'est vraiment le type. Hein. Et ben là, vous pouvez stocker les grains de sésame et puis avec du calme, voilà, quand vous pouvez, vous programmez pour faire l'huile. Et pour les olives, non, il faut le faire tout de suite. Eh bien, il y a une quatrième temporalité, stockage. Et c'est la question sur laquelle Lynn Foxall a attiré notre attention, parce que s'il faut prévoir un surplus, il faut faire du stock. Alors, Pline, il a l'une de ses formules, voilà, l'huile différente en ceci, bon, c'est pas une belle traduction, en tout cas, je remarque, différente en ceci du vin, prend un mauvais goût en vieillissant, elle est déjà vieille un an. C'est que la nature a fait bien les choses, hein, parce que le vin, qui naît pour les ivrognes, elle n'a pas rendu donnant d'usage nécessaire. Hein. Là, vous pouvez boire. En fait, il gagne un goût en vieillissant. Donc, ça encourage les ivrognes à le garder. Mais par contre, il n'a pas voulu qu'on épargne l'huile parce qu'il s'abîme tout de suite après. Alors, cette affirmation de Pline, d'une part, c'est un peu le moralisme habituel de l'auteur, et d'autre part, elle n'est pas tout à fait vraie, parce que, en fait, même on le sait, et je pense que les anciens le savaient également, dans des conditions, avec des précautions, c'est-à-dire fermeture hermétique, obscurité, et stockage donc dans des récipients adaptés, l'huile peut se garder tranquillement au moins 2 ans. Et je pense que même après, il y avait d'autres usages, ce qu'on a évoqué, par exemple l'usage corporel n'était pas du tout interdit. Pour les parfums, ça dépend parce que ça peut prendre un goût un peu particulier. Mais donc le même Pline, qui est aussi quelqu'un qui se contredit volontiers, il dit dans un autre passage, la vieille huile a des usages quand même. Dans certaines maladies, on la regarde aussi comme utile pour préserver l'ivoire de la carie. Bon. En tout cas, la question de maîtriser le temps est très très importante. Alors maintenant, tout ça nous amène à la question des circulations. Encore production, voilà, quelques rares témoignages, on est encore dans la production, témoignages archéologiques. Les témoignages archéologiques sont rares. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir, donc d'une part, fait les analyses, on verra que ça c'est crucial dans la question des amphores, et d'autre part, il faut avoir une attention au reste, ce qui est vrai dans les fouilles récentes, ça l'était beaucoup moins dans les fouilles plus anciennes. Mais alors, on a des attestations, là j'ai pris uniquement Italie méridionale, quelques attestations qui remontent déjà à l'époque du bronze final et récent. Donc, par exemple, les fouilles de Peroni près de Sybaris, donc il voit des restes d'olives en fait, et il s'interroge, il pense que des récipients sont des récipients de stockage d'huile.
Torre Mordillo. Et pareil, en fait, dans la même région, bronze moyenne, reste de bois d'olive carbonisé, un noyau d'olive pour la gelée. Bon, ce n'est pas de grande quantité, on est bien d'accord. Hein. La mastoile après de Tarente, reste d'olio européen, voilà, utilisé comme combustible, surtout à côté de la... Et aussi des noyaux en partie écrasés, et ça fait penser à la production de l'huile. Là, c'est les autres. Métaponte, c'est l'évidence la plus importante. Mais ça devient plus importante à partir de la fin du IVe siècle. Bon. C'est évident qu'à partir de ces données, on ne peut rien dire. On ne peut pas, surtout aussi, parce que, autre problème, mais sur lequel je ne vais pas m'arrêter, parce que sinon, on reste ici jusqu'à pas plus tard. Non, c'est la question de l'espèce sauvage et de l'espèce domestique. Ce n'est pas facile à distinguer. Il faut savoir que pour l'olivier, l'espèce sauvage coexiste avec l'espèce domestique. Et même, comme le dit Pline, on peut revenir en arrière. Ce n'est pas une évolution. Donc, voilà. Donc, c'est difficile aussi de distinguer les restes. Je comprends, c'est domestique ou dynastique. Alors, tout cela nous amène à la question, comme je le disais, de la circulation. Alors, la circulation, non, ce n'est pas la bonne diapositive, je ne sais pas pourquoi. Sur la circulation, on a... j'ai dû effacer une diapositive. Mais je vais vous dire de vive voix. Donc, il y a deux hypothèses fondamentales. Donc, la première est qu'il y a une exportation d'huile importante, déjà dans la protohistoire, bien entendu, et même à la fin de l'âge préhistorique, à la fin de l'âge du bronze, et que ce commerce s'intensifie, en particulier lorsque les Grecs s'installent dans ces régions méditerranéennes, avec ce processus qu'on appelle la colonisation grecque, et donc on voit que dans des sites, notamment, je dois avoir la carte, vous voyez, en Sicile, c'est quand même assez frappant, il y a des concentrations de ces amphores qui sont les amphores SOS, et qui étaient interprétés traditionnellement comme des amphores à huile. Donc, première hypothèse, oui, circulation sur la longue distance. Plus récemment, c'est à partir des années 2000, on a mis en doute ce modèle. On dit non, l'huile a une production locale. Même quelques plantes suffisent pour une production locale. Pas besoin d'aller sur les longues distances. Et de toute façon, pas avant l'époque romaine même. Et que les amphores SOS, on n'a aucune preuve que c'est des amphores à huile. Alors, ça, c'est un point malheureusement assez... c'est un point obscur, qui reste obscur, parce que malheureusement, pour les amphores SOS, on n'a pas d'analyse qui pourrait prouver en fait l'utilisation dans un sens ou dans l'autre. Il faut savoir que ce sont des amphores qu'on retrouve déjà au 8e siècle et qui disparaissent aux premiers 20 ans du 6e siècle. Elles sont remplacées après par d'autres typologies, les amphores incidites à la brosse et puis les amphores corinthiennes. Alors ça reste un point fondamental. Là, vous voyez, c'est une image que j'ai prise de ce volume qui a été relativement récemment publié par Pratt. Mais là encore, il n'y a pas de solution et je pense qu'on n'y arrivera pas sans des analyses. En revanche, on a quelques indices, encore une fois, sur le fait que certaines des amphores de Marseille notamment, à partir du VIe siècle, n'ont pas le revêtement de poids. Ils ne sont pas imperméabilisés. Et s'ils ne sont pas imperméabilisés, ça veut dire l'imperméabilisation, la poids, on l'utilise pour le vin. Et donc, on peut penser qu'elle soit utilisée pour l'huile. Alors, vous voyez ces deux, effectivement, modèles. Voilà, ça, c'est une nécropole de Sicile, voilà, avec des données qui sont issues de cette publication de Sourisseau. Et donc, on a sur un total de 657 amphores, 209 corinthiennes A traditionnellement attribuées à l'huile, et les corinthiennes B, et puis 36 amphores SOS. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure pour aller vers une conclusion? Évidemment, comme je vous ai dit, c'est deux modèles de reconstruction qui sont assez différents.
On peut dire qu'en faveur d'un commerce lointain de l'huile, on a quoi? On a des antécédents qui datent de l'âge du bronze, parce que pour Chypre et pour l'Égypte, en fait, c'est commerce sur la longue distance. Là, je n'ai pas le temps de détailler, mais on pourra, si vous voulez, après. À ma connaissance, n'ont pas été remises en cause. Et même, il y a des amphores chypriotes sur lesquels il y a vraiment l'attestation, elles sont citées, c'est l'huile, le produit. Non, les quantités dont on a parlé, la durée qui est assez longue, et puis je dirais, oui, l'absence d'imperméabilisation dont on a parlé pour certains amphores, mais pour des couches un peu plus récentes du VIe siècle. Et je dirais aussi le fait que l'huile est relativement facile à transporter parce qu'il n'a pas ce problème, par exemple, de tournage de l'huile, du vin, par exemple. Le vin peut tourner dans le transport, l'huile, non. Alors, et là, je conclue cette question parce que c'est une grande question. Mais je pense qu'il y a un moment clou pour lequel on peut dire, ah ben là, vraiment, il y a la preuve pour le monde grec, il y a le commerce de l'huile. Bon, c'est un passage qui est très connu, assez tourmenté d'ailleurs, de la vie de Solon de Plutarque. Là, il dit, alors selon Plutarque, il faisait lui-même du commerce d'huile. Il est allé en Égypte pour faire du commerce d'huile. Mais surtout, il a pris cette mesure, c'est-à-dire le fait que ne permis de vendre à l'étranger que l'huile, l'exportation des autres produits était interdite. Il chargea l'archonte de lancer des malédictions sur les contrevenants, de façon de quoi, etc. Bon. Alors, on a pensé que c'est une forme d'interdiction, en fait, des exportations, enfin, pour moi, ce passage, en fait, moi, je lis vraiment au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'il dit, vous pouvez vendre juste l'huile, tout le reste, on le garde ici. Et pour moi, c'est la preuve du fait que c'est un excès d'huile, c'est un surplus d'huile qu'on peut vendre sans mettre en danger, en fait, l'économie locale. Et que voilà, donc, c'est pas que ce sont les étrangers qui s'en chargent, c'est qu'on vend aux étrangers. C'est la... Pour moi, le passage est relativement clair. Et d'ailleurs, quelques années après, il se passe ce fait qui est la fondation ou réorganisation par Pisistrate des Jeux des Panathénées. Et là, alors, l'huile, il y en a, en fait. Là, l'huile, c'est le prix qui est donné aux vainqueurs. Et c'est là où on rejoint la question du prestige et du caractère matériel. Ces amphores sont remplis d'huile. Alors, je n'ouvre pas le grand chapitre. Enfin, vous savez, il y a des études, Benz notamment, et d'autres, Valavanis, qui ont travaillé sur ça. Il y a des différents types de récompenses qui sont attribuées selon les preuves, parce qu'il y en a qui sont plus prestigieuses que d'autres. Et ça, c'est normal. Après, ce qui est inexplicable, c'est que pour le même prix, il y a des amphores qui sont plus grandes, d'autres qui sont plus petites. Mais là, je ne rentre pas dans cette discussion parce que c'est très difficile. La récolte est très réglementée. La preuve, Aristote, il en parle dans la Constitution des Athéniens quelques années après. Donc là, il me semble qu'on ne peut pas nier le fait qu'il y a au VIe siècle vraiment une production d'huile et un commerce à la longue distance. Et d'ailleurs, je n'ai pas le temps de le dire, mais enfin, en Italie méridionale, on voit bien qu'au 5e siècle, il y a des oliveraies. En fait, il y a au moins un passage de Thucydide de la guerre du Péloponnèse qui le prouve pour la Sicile. Et alors, en conclusion, je dirais que le besoin en huile est très fort et très important. La production est inégale. Et la culture est protégée et contrôlée. Et il y a des possibilités de transport et de stockage. Et donc, attestation de circulation et de production depuis l'âge du bronze. Et au VIe siècle, il y a vraiment ce tournant pour la circulation qu'on voit en Attique, mais sans doute aussi en Occident, parce que c'est à ce moment-là qu'à Marseille arrivent ces huiles, ces amphores qui ne sont pas recouvertes de poids. Merci beaucoup.